Merci Nicolas pour l'invitation. Et donc effectivement, ce sera une présentation à deux voix en hybride. Avec une première partie que je vais présenter et une deuxième partie qui sera présentée par Aude Crozel. Les forêts que nous allons présenter, le programme dont nous allons parler, sont situées dans le département du Loir-et-Cher. Ce sont les forêts dominées principalement de Boulogne et le parc de Chambord, et les forêts de Russie et de Blois qui sont elles aussi situées dans le Loir-et-Cher, tout autour de la ville de Blois. Donc, cette présentation sera découpée en deux parties. Pour ma part, je vais m'intéresser aux traces et aux structures datant d'avant la forêt, tandis que Aude vous fera une présentation des traces plutôt d'exploitation forestière. Au Moyen-Âge, le comté de Blois comprend trois grands massifs forestiers que sont les forêts de Russie, Blois et Boulogne, avant création du parc de Chambord, donc qui allait jusque dans la partie sud ici du parc de Chambord. Le parc de Chambord et la forêt de Boulogne formaient donc un seul massif forestier qui n'a été découpé que bien plus tardivement. On appelait alors ce massif la forêt entre deux eaux, qu'on identifie ces deux eaux comme étant le Cosson, donc rivière au nord, et le Beuvron, qui est situé plus au sud. Voilà, et cette forêt entre deux eaux désigne le massif de Boulogne et peut-être également le massif de Russie. Les forêts, pendant cette période, les forêts du Blésois sont ouvertes au droit d'usage et contiennent également des réserves de chasse pour les comtes de Blois. En 2015, le programme Solidar a permis la détection de vestiges de deux types, des vestiges antérieurs au massif forestier, ainsi que des vestiges liés à l'exploitation forestière, mais qui étaient souvent peu ou pas renseignés par les sources écrites. L'approche en archéologie du paysage, en travaillant sur une zone exhaustive, mais ne permettant pas d'avoir un continuum de temps, une temporalité vraiment bien définie, oblige à approcher ces structures d'un point de vue diachronique et thématique, en utilisant des sources variées qui ont permis de travailler à plusieurs échelles. Pour ma part, donc, je vais vous parler des structures permettant d'identifier plus largement ce qui existait avant la forêt. Donc, voici l'ensemble des talus, donc des levées de terre qui ont été découvertes lors du programme Solidar. Vous voyez que donc, un très grand nombre de talus ont été identifiés, se retrouvant dans toute l'emprise du programme, mais quand même plus majoritairement dans la forêt de Russie, l'ouest de la forêt de Boulogne et la forêt de Blois. La partie est de cette forêt en est moins pourvue. Et on voit que ces talus se retrouvent aussi en dehors des forêts, sur lequel je vais revenir juste après. En utilisant un mode de visualisation, donc le modèle de relief local, voici à quoi ressemblent les talus qui ont été digitalisés. Donc, ce sont ces petits linéaments blancs en élévation qui se repèrent, qui sont de très faible hauteur et qui se repèrent principalement par le fait qu'ils soient de longueur assez importante. Ils ont été interprétés, l'hypothèse de base étant assez rapidement qu'il s'agissait de limites parcellaires de vestiges d'agriculture probablement antérieurs à la forêt. Cette hypothèse a été vérifiée en proposant une étude microhistorique qui s'intéressait à une petite zone située dans la commune de Buissaut-sur-Cosson, qui est située en bordure de la forêt de Boulogne. Ici, vous avez eu donc le cadastre napoléonien sur cette bordure de la forêt de Boulogne, avec en bleu l'ensemble des crêtes de labour potentielles. Donc, les crêtes de labour, ce sont des structures qui se créent lors du passage de la charrue en bout de parcelle. Lors du retournement de la charrue, il y a une légère accumulation de terre et au fil des siècles vont se créer des crêtes de labour.
Donc ici, en bleu, vous avez, si en utilisant le cadastre napoléonien, l'ensemble des crêtes de labour potentielles qui devraient se créer au fil des siècles. Et lorsqu'on regarde les données LIDAR, on s'aperçoit qu'un grand nombre, même les plus petites, un grand nombre des linéaments que nous avons identifiés sont effectivement associés à ces crêtes de labour potentielles. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que 90% à peu près des limites, encore une fois, de crêtes de labour potentielles sont effectivement des linéaments. Donc, même si on voit qu'on a en perpendiculaire un certain nombre de linéaments qui n'en sont pas, voilà, c'est des indices suffisamment forts, suffisamment importants pour nous permettre de dire que tous ces différents talus sont bien des limites parcellaires et très probablement des crêtes de labour. Au-delà de cette zone hors forêt, on voit qu'il y a une continuité entre certains linéaments, donc là hors forêt et la zone en forêt, et il y a une proximité à la fois morphologique et d'orientation qui nous permettait déjà de proposer voilà, l'hypothèse d'une similarité de fonction et du fait que les linéaments en forêt puissent eux aussi être des limites parcellaires liées à l'agriculture et probablement au labour. Cette identification d'un point de vue fonctionnel ne résout tout de même pas la question qui taraude les archéologues, c'est-à-dire de quand datent ces talus. On a pu, grâce à des textes et à l'identification des microtoponymes dans ce texte, donc ici, un texte de 1457 surtout, une visite des forêts du comte de Blois, donc forêt de Blois, forêt de Russie et forêt de Boulogne, donc là, j'ai remis en rose les limites contemporaines des forêts, mais le parc de Chambord n'existait pas encore. Donc, dans ce texte de 1457, on peut retracer l'extension approximative des forêts donc, au milieu du XVe siècle. Et voilà, on voit que celle-ci, alors pour Blois et Russie, c'est très très proche de celle qu'on a aujourd'hui. Pour Boulogne, il y a une extension un petit peu plus grande vers l'est et toute la zone nord du parc de Chambord n'a pas encore été conquise par la forêt. Mais donc, on a tout de même, pour toute la zone où on retrouve des talus, une couverture forestière qui est déjà bien étendue. Pour aller plus loin sur la question des datations, nous avons également, dans le cadre du programme Solidar, réalisé des sondages dans un petit nombre de structures. Alors évidemment, voilà, on a 5000 structures, il n'est pas possible de faire des sondages dans toutes ces structures, mais on a essayé d'en sonder un petit nombre pour confirmer déjà l'hypothèse du mode de formation, donc de l'accumulation de terre, et aussi pour réaliser des datations, des datations par OSL, dont je vais présenter les résultats juste après. Donc les sondages sont situés principalement dans l'ouest de la forêt de Boulogne et dans l'est de la forêt de Russie. Et on a essayé de les faire sur des linéaments de hauteur assez importante. Et dans certains cas, vous allez voir, on a réussi à recouper à 2 reprises certains talus, ce qui a été particulièrement utile, puisque les coupes ont permis de mettre au jour que alors si un grand nombre, enfin, il y a toujours une forme d'exhaustion liée à une accumulation de terre. Alors ici, vous avez donc les coupes réalisées dans ces sondages avec une exagération verticale multipliée par 5 par rapport à la largeur. Malgré tout, on voit que c'est extrêmement faible. Mais on a retrouvé des couches voilà, avec une légère augmentation, légère accrétion de terre. Et dans à peu près la moitié des cas, on a également des pierriers dans ces sondages, pierriers qui ne sont pas continus, puisque lorsqu'on a coupé certaines structures en 2 endroits, donc par exemple ici, le sondage 110.2 et 110.3, qui sont la même structure, mais à une dizaine ou une vingtaine de mètres de décalage. Dans un cas, vous avez des pierriers, dans l'autre, vous n'en avez pas. Idem pour ici 110.6 et 7. Donc voilà, c'est vraiment des pierriers ponctuels qui
sont très probablement liés à l'exploitation agricole, mais qui ne sont pas des murets. Voilà, ce ne sont pas des murets continus. Ces sondages ont également permis de réaliser des prélèvements pour faire des datations OSL. Donc, nous avons, lorsque nous pouvions, donc il faut au moins 20 cm d'écart, on a réalisé 2 prélèvements par couche d'accrétion, et lorsque ce n'était pas possible, on en a fait un seul, à part un prélèvement qui est considéré comme peu fiable parce qu'il y a un mélange de substrats géologiques qui avait été réalisé tout en bas de la couche d'accrétion. Les autres ont donné des résultats cohérents et très intéressants d'un point de vue donc, des datations. On voit 2 groupes se détacher dans ces datations. Donc, celui-ci, c'est celui qui est considéré comme peu fiable, trop bas par rapport à l'endroit où il a été réalisé dans la coupe. En revanche, donc, vous avez en rouge et noir les 2 cas où nous avons pu réaliser des prélèvements en bas et en haut de la couche d'accrétion. Et vert et en bleu, 2 autres prélèvements qui ont été réalisés, plutôt celui-ci en milieu bas de la couche et celui-ci en milieu dans un autre talus. On voit qu'on a des résultats de datation cohérents entre à peu près 100 et 600 pour ceux qui sont situés plutôt dans la partie basse, et entre 1000 et 1500 pour ceux qui sont situés dans la partie haute. Ce qui nous permet de proposer donc une hypothèse d'utilisation d'un point de vue agricole de ces espaces à partir de l'Antiquité de manière assez large, et des espaces qui auraient pu être utilisés jusqu'au Moyen-Âge. Alors, ce qui pose quand même pas mal de questions, puisque en 1457, comme je le disais, on est censé avoir une extension forestière déjà bien implantée. On a des datations qui vont jusque 15e, fin 15e. Voilà, ça pose des questions sur comment est-ce que le lien entre agriculture et forêt, question auxquelles on n'a pas forcément de réponse pour l'instant. Je vais maintenant laisser la parole à Aude, qui va prendre la suite sur les traces d'exploitation forestière. Alors, Aude, je dois vous nommer co-animatrice, peut-être, pour vous partager votre écran. Vous devriez pouvoir partager votre écran. Voilà, c'est fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ce n'est pas en plein écran, mais c'est bon. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Pas pour nous, mais... Ah voilà, c'est bon, merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'excuse de ne pas être avec vous. Je suis assignée à résidence à cause d'un certain virus. Donc, je prends la suite de Nathanaël pour vous présenter brièvement les résultats issus de ma thèse « La fabrique du paysage de la forêt de Boulogne au parc de Chambord » que j'ai soutenue en 2021. Et je vais davantage appuyer sur les résultats qui sont liés aux traces d'exploitation forestière qui ont été, que j'ai pu identifier grâce au relevé LIDAR qu'on vient de vous présenter. Donc, j'ai documenté les dynamiques du massif forestier de Boulogne-Chambord depuis la construction de l'enceinte au début du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, donc dans une approche diachronique, et en ayant recours aux données LIDAR, aux données de prospection pédestre, aux cartes et plans anciens, aux archives écrites type diplomatique, comptable ou technique, et dans une perspective d'inscrire l'étude des vestiges archéologiques dans les enjeux de gestion forestière actuels, je me suis aussi intéressée aux données stationnelles et ce qu'elles pouvaient apporter aux archéologues. Donc, vu le temps imparti, je m'excuse des éventuels raccourcis que je pourrais prendre. Donc,
À la constitution du parc en 1519, une partie de la forêt de Boulogne au sud est progressivement privatisée, en quelque sorte, par François Ier pour enclore son parc et le réserver à la chasse à courre. Et l'enceinte qui commence à la fin du XVIe siècle est complètement achevée au milieu du XVIIe. Et donc, vous avez sur ces deux cartes le rythme des aménagements au cours de ce XVIIe siècle, avec ce premier morceau d'enceinte qui existe au début, vers 1600. Et puis, à la fin du siècle, non seulement l'enceinte est achevée, mais en plus, au sein du parc, des aménagements sont également mis en place. Au sud, donc, vous avez désormais la forêt de Boulogne qui reste une forêt ouverte notamment au droit d'usage. Et alors qu'au nord, on a un parc fermé dont les rois et les ayants droit limitent puis suppriment progressivement une majorité des activités des communautés qui sont soit expulsées, soit qui restent enclavées, mais dont l'accès à la forêt devient de plus en plus compliqué. Donc, cet aperçu rapide de ce début de trajectoire des deux massifs sœurs se révèle aujourd'hui à nos yeux sur les cartes des structures forestières. Donc, vous avez sur la gauche la carte des structures forestières à Chambord, caractérisée par une mosaïque de paysages, de futaies, de taillis sous futaies, de taillis, mais aussi de prairies, etc. Alors qu'à Boulogne, on a une très grande homogénéité de grandes futaies de chênes régulières. Et on a exactement la même sensation sur la carte des stations forestières, qui est encore plus mosaïquée, si vous me passez l'expression, à Chambord, pour une raison que je vous expliquerai un peu plus tard, alors qu'à Boulogne, on a seulement 5 stations qui suffisent à faire la gestion de cette futaie de chêne. Et donc, pour illustrer mon propos, vous avez effectivement les deux photos de gauche qui montrent une forêt ouverte, finalement, une prairie arborée, comme on en voit beaucoup dans le parc de Chambord, et une zone de taillis également typique du parc, alors qu'à droite, vous avez cette grande futaie régulière et ce tapis de fougères qui caractérise Boulogne. Donc, dans une problématique qui, comme je vous l'ai dit, concerne une archéologie de la forêt, c'est-à-dire qui se rapporte aux vestiges liés à l'exploitation forestière, j'ai voulu répondre à 2 questions. Parmi les vestiges qui ont été répertoriés grâce au LIDAR, lesquels se rapportent effectivement à l'exploitation forestière et que peuvent-ils nous dire sur les dynamiques de constitution de ces 2 paysages à partir de leur scission? Voilà, donc j'ai utilisé pour ça les sources écrites. Donc, vous avez ici un petit diagramme qui vous montre un petit peu l'hétérogénéité de conservation de ces sources. Il y a notamment un très grand vide pour la période du 15e, 16e siècle. C'est pour ça que je me suis davantage concentrée sur cette partie de l'époque moderne jusqu'au 19e siècle, où là, on commence à avoir beaucoup plus d'informations sur la forêt en elle-même, que ce soit à Boulogne ou à Chambord. Autre source, évidemment, les cartes anciennes. J'ai vraiment eu une approche très critique de ces sources cartographiques, dont certaines se sont révélées de véritables pièges en termes d'informations géographiques. Donc, je vous passe les détails, mais du coup, on a une très grande variété d'iconographies et de cartes. Toutes n'étaient pas exploitables en système d'information géographique également. Donc, il fallait réaliser un tri drastique. Et puis, il y avait les données stationnelles, donc issues à la fois de l'IGN, de l'ONF, du SIG de l'ONF, et celui de Chambord. À partir de ces données-là, j'ai réalisé que donc, les données stationnelles de Chambord et celles de Boulogne avaient été réalisées à peu près à la même époque, au milieu des années 90, mais par des équipes et dans des objectifs très différents. Et finalement, la précision exceptionnelle des stations de Chambord, qui sont du coup, vous l'avez vu, des carrés de 50 mètres de côté, qui nous donnent du coup une trentaine de stations différentes au sein du parc,
constituait donc un avantage pour tester les problématiques que je m'étais fixées, de faire le croisement entre les données stationnelles et les données archéologiques. Donc pour cela, j'ai réalisé des matrices pour permettre l'analyse plus aisée. Et vous en avez un exemple ici. Donc c'est une matrice qui reprend les 9233 entités stationnelles du parc de Chambord, avec les critères qui avaient été retenus, le type de station, l'hydromorphie, l'acidité, la présence ou non d'une charbonnière au sein de ces entités stationnelles, afin de réaliser des traitements statistiques. Dernier aspect méthodologique, j'ai ensuite procédé par zoom successif, allant du plus large au plus fin, pour essayer de pallier le problème de ces fameuses lacunes de source, en commençant donc à réfléchir à l'échelle du massif Boulogne-Chambord, puis à l'échelle de chaque massif, et enfin en zoomant sur des structures plus particulières dont les sources écrites et planimétriques me permettaient de documenter l'évolution. Parmi les vestiges géoréférencés grâce au LIDAR, vous avez ici le relevé de ceux qui m'ont intéressé et qui étaient strictement forestiers. En marron, ce sont toute une trame de fossés doublés de talus qui sont attribués essentiellement à l'époque moderne, sans plus de distinction. Vous avez en rouge et en noir des charbonnières, excusez-moi, et les traits noirs, ce sont des chemins, souvent en réseau. Je n'aurai pas le temps de les traiter ici, mais ils ont également, je les ai également traités dans ma thèse. En ce qui concerne les charbonnières, donc j'en ai recensé 486 au sein du parc de Chambord, beaucoup moins au sein de la forêt de Boulogne. Donc, je me suis vraiment concentrée sur les statistiques autour du parc de Chambord. Donc, aucune trace dans les sources écrites de ces charbonnières, même pour un parc aussi prestigieux que Chambord. Elles sont complètement passées à la trappe de la grande histoire du parc, disons. Je suis allée vérifier sur le terrain une vingtaine d'entre elles. Toutes n'étaient pas accessibles. Et puis, en vérifier 486 aurait été vraiment trop chronophage. En tous les cas, ça m'a permis de bien vérifier qu'elles étaient de deux types qui ont déjà été identifiés dans d'autres forêts. Donc un type plutôt bombé avec un fossé circulaire autour, ou alors un type plutôt surcreusé entouré d'un bourrelet circulaire. Donc à Chambord, leur répartition est plutôt en concentré et régulier, tandis que et à Boulogne, on ne trouve pas de type 2 également. Donc leur répartition, j'ai étudié leur répartition au regard des conditions environnementales actuelles produites par les stations, pour trouver des milieux qui faciliteraient la conservation ou au contraire dégraderaient la présence de ces charbonnières. J'ai également regardé le faciès de la forêt actuelle, donc les essences et la structure des arbres, pour voir l'impact éventuellement, pour poser des hypothèses sur l'impact éventuel de ces charbonnières sur le paysage, sur le peuplement forestier. Et puis enfin, j'ai aussi croisé avec d'autres vestiges archéologiques que sont les anciennes fermes conservées ou non au sein du parc. Pour les calculs statistiques, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais on a eu des recours à des calculs courants type les odds ratios, la répartition des charbonnières par critères stationnels, individuels, donc par exemple l'acidité d'un côté, l'hydromorphie ensuite. Et des statistiques ont surtout permis d'invalider l'effet de certains critères sur leur répartition, notamment l'hydromorphie et l'acidité, n'ont pas eu l'air d'avoir un effet particulier sur la conservation de ces charbonnières. En revanche, les stations caractérisées par des sols caillouteux comprenaient moins de charbonnières en proportion que les autres types de sols. C'est un phénomène qui a déjà été observé par Hardy et Dufay en Belgique en 2015. En croisant avec les essences d'arbres et les structures des arbres, il y a en revanche eu quelque chose d'assez intéressant avec la présence de chaînes pédonculées.
Donc, compte tenu de la surface occupée par les chênes pédonculés au sein du parc, on trouve une surreprésentation des charbonnières dans ces zones peuplées de chênes pédonculés. Ce sont des zones qui sont également situées à proximité d'anciennes fermes. Donc, comme on sait que cette essence est un marqueur d'un état boisé plus ancien, elle est progressivement remplacée par le chêne sessile pour des raisons de résistance au changement de température. On peut se dire que ces charbonnières et ces chênes pédonculés ont pu fonctionner ensemble à un moment. Et puis un deuxième effet intéressant, qui était l'effet taillis sous futaie. Ces zones sont également constituées plutôt de taillis sous futaie. Et donc en partant du principe, même si ce n'est pas obligatoire, que les charbonnières étaient alimentées par du bois de petit calibre, la pratique des charbonniers d'aller couper le bois pour alimenter leur meule de charbonnière a pu avoir un impact ensuite sur la structure forestière, puisqu'ils coupent les arbres, ils favorisent la repousse des arbres en CP, donc en taillis. À savoir également que le taillis sous futaie, je vous le disais, est la structure forestière principale du parc. Alors, modérons le propos, le charbonnage n'est sans doute pas l'unique raison de ce phénomène, parce qu'on sait qu'à cause de la très grande densité de gibier au sein du parc, avoir des parcelles de futaies simples est assez compliqué parce que les animaux grignotent les pousses et empêchent du coup la pousse des arbres en futaie. Et de fait, les rares parcelles en futaie régulière à Chambord sont toutes grillagées et protégées du gibier. Donc, les autres vestiges liés à la forêt que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, ce sont les fameux linéaments. Donc, le LIDAR a permis de cartographier plusieurs réseaux d'anomalies. Nathanaël vous parlait des talus tout à l'heure. Je me suis intéressée aux talus doublés de fossés qui sont attribués à l'époque moderne, sans qu'on en sache plus sur leurs fonctions ou leurs usages. Donc, la difficulté, c'est d'aller sonder chacun de ces talus pour en comprendre le fonctionnement, la constitution, etc. Du coup, j'ai opté pour le croisement avec des sources planimétriques et planimétriques forestières, notamment le document d'aménagement 19e et 18e siècle, ce qui m'a permis de proposer une première catégorisation de cette trame et de discriminer donc des catégories qui permettent ensuite d'aller plus loin dans l'interprétation. Vous avez donc ici sur la carte une catégorie de limites forestières qui sont identifiées en vert et donc à l'ouest de Boulogne et également au sein du parc sur des zones de bosquets qu'on trouve notamment sur le cadastre ancien. On a également une catégorie d'enclos synégétiques, tout confondu, qui sont donc ces zones quadrangulaires très régulières que l'on trouve au sein du parc et que l'on rapproche de structures un peu similaires dans les parcs de chasse comme Chantilly ou Versailles à la fin du XVIIe siècle. On a également des drains qui sont identifiés sur des documents d'aménagement du XIXe siècle et que l'on retrouve notamment dans la forêt de Boulogne. On n'a pas ce genre de documents pour le XIXe siècle au sein de Chambord. Et on a des enclos forestiers, également pour la forêt de Boulogne. Donc je les différencie des drains parce qu'ils forment en général des entités complètes et closes, ce qui nous permet d'avoir ensuite une catégorie de linéaments indéterminés un peu plus réduite pour avancer dans l'interprétation. Ces interrogations méthodologiques ont eu pour but de répondre aux problèmes qui se posent quand on étudie les vestiges sur une zone extensive et dont la fouille semble par définition difficile. Quand bien même on ouvre une charbonnière ou qu'on la date, on peut difficilement dire que les résultats sont valables pour toutes les autres. De même pour les linéaments. Donc, affiner la classification par le croisement des données, interroger les données inédites pour l'archéologue, comme ce que sont les données stationnelles, permet d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche et apporter une meilleure compréhension du milieu. Donc, pour conclure, je ne suis pas trop en retard, nous avons présenté donc 3 types de structures identifiées dans le cadre du programme Solidar et de nos travaux universitaires respectifs, les talus, les charbonnières et les talus fossés. Comme souvent, c'est le croisement des différentes sources
qui a permis une meilleure compréhension des dynamiques paysagères sur le temps long, donc cartographie, sondage archéologique, datation OSL, etc. La mise en culture extensive des espaces présents dans la forêt de Russie, de Blois et l'ouest de la forêt de Boulogne est supposée à partir de la période antique avec la présence de petits sites ruraux et cette trame formée de talus. Malgré les nombreuses questions en suspens sur la forme exacte de cette exploitation agraire, nous pouvons affirmer qu'elle est abandonnée au cours du Moyen-Âge et que les forêts remplacent peu à peu les terres anciennement dévolues à l'agriculture. Pour autant, il y avait quand même de la forêt sur les territoires avant et on peut affirmer de manière quasi certaine que l'est de la forêt de Boulogne, où se trouvent beaucoup plus de charbonnières et de ferriers et peu de talus, était un espace boisé de longue date, sans que l'extension de cet espace soit clairement définie. En tout cas, l'espace préalablement cultivé, le premier bouleversement majeur du paysage, enfin, je dirais que c'est surtout la déprise agraire et la reprise forestière qui est un premier bouleversement au Moyen-Âge. Le second bouleversement étant la création du parc de Chambord et notamment l'enceinte achevée au milieu du XVIIe siècle qui ensuite permettent à deux forêts totalement différentes de se développer alors qu'elles sont issues du même massif à la base. À Chambord, on favorise la chasse et les autres pratiques cynégétiques. Le bois reste exploité, mais dans une moindre mesure. À Boulogne, au contraire, la forêt est utilisée prioritairement pour la production de bois. Cette différenciation a un impact sur les types de structures archéologiques identifiées, avec la présence d'enclos cynégétiques dans la partie chambordine. Le choix de développer une approche thématique en se concentrant sur des types de structures et leurs fonctions d'un point de vue diachronique plutôt que sur l'ensemble des éléments présents à un moment précis constitue une approche valide pour reconstituer les dynamiques du paysage sur le temps long. Je vous remercie.